porté sur le pouvoir de dire. Jean Thierry, FIM FM, Talk Politique, la une politique. Alors Emmanuel, je le disais en début de cette émission, les journalistes guinéens ont donc officiellement reçu les clés de la Maison de la Presse ce mardi 15 février 2022. C'était une des promesses de Mamadi Doumbouya lors de sa rencontre avec les hommes de médias. Finalement, une bonne chose. Oui, une bonne chose et un bon départ surtout pour sa collaboration avec la presse. Parce qu'il faut pas oublier que justement la Maison de la Presse, c'est l'une des réclamations des journalistes depuis pratiquement Alpha Condé, un siège digne de nom, excusez-moi. Comparé notamment aux autres pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, c'est vrai qu'en Guinée, on a à la limite honte de présenter ce que nous avons comme Maison de la Presse, mais je pense que c'est un bon départ déjà de pouvoir doter la presse d'une maison digne de nom, quoique pour l'instant, à mon avis, ce n'est pas peut-être ce que l'on veut forcément parce que ne peut pas. C'est en cela qu'il est important de rappeler que c'est provisoire. On apprend qu'il y a un site qui a déjà été identifié à Koloma pour qu'on ait la véritable maison de la presse. C'est provisoire. Espérons que justement ce caractère provisoire ne va pas trop durer parce que. Mais c'est quand même personnellement, oui, mais personnellement, j'aurais préféré peut-être qu'on aille directement à une maison de la presse. Parce qu'une maison provisoire voudra dire peut-être qu'on va attendre, on ne sait pas combien de temps. C'est cela aussi. Mais savoir qu'on n'a pas de maison de presse et que l'on attend sans une maison provisoire, ça permettrait de presser le pas aux autorités. Qu'à cela ne tienne, ce qui est là est déjà bien, c'est à saluer. Donc tu aurais préféré que la maison de la presse reste équipée comme c'était. Vous savez, généralement quand on dit prenez cela de manière provisoire, vous vous en contenterez sans savoir quand le provisoire en Guinée dure dans le temps. Hein. C'est cela justement. vous vous en contenterez sans savoir quand est-ce que le définitif va arriver. Oui, mais on peut leur faire confiance parce que quand même cette promesse elle est intervenue le 16 décembre dernier, donc c'est récent, à peine près de 2 mois exactement. C'est pourquoi je dis qu'il faut saluer cela. Mais je crois aussi fondamentalement qu'on ne va pas se limiter forcément peut-être au caractère superficiel de cette remise. C'est une maison qui a été remise, mais comment est-ce que la presse justement devait pouvoir se prendre en charge pour ce genre de choses? Je crois que même la gestion de la maison de la presse, vous avez vu des associations de presse parler de problèmes dans la gestion financière, ce que la maison rapporte n'est pas suffisant pour entretenir et tout ça, alors qu'en réalité il y a par exemple peut-être que le montant il n'est pas suffisant, mais le montant qui est dit il est. Moi je dis par exemple, je prends le cas d'autres pays, par exemple la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, où pratiquement ce n'est pas l'État a construit une maison, il l'a équipée, il l'a donnée aux journalistes, mais la gestion elle relève des journalistes. Chaque année il y a une grosse subvention, plusieurs milliards qui sont donnés à la presse, mais personne ne pense à un petit minimum pour pouvoir permettre à cette maison de vivre de manière autonome. L'argent est réparti entre les entreprises de presse et puis c'est terminé. Je pense qu'il faut penser à un mécanisme la maison de la presse a une part dans mais si elle se plaint, mais la part elle n'est pas quand même importante. De toute façon, tout le monde se plaint toujours. Si la presse se plaint, si la maison de la presse se plaint de son autonomie financière qui lui semble insuffisante, c'est parce qu'il y a un problème. Parce que n'oubliez pas qu'à la maison de la presse, quand même, pratiquement tous les journalistes sont accueillis, pas pratiquement, tous sont accueillis gratuitement. Mais ça veut dire que derrière, il y a une prise en charge qui doit être faite par tous. Parce que si tous bénéficient avec tous les services qu'il y a autour, Internet, et les ordinateurs et tout il faut que chacun donne quelque chose. Mais si on dit que le peu qui a donné que la maison de la presse, elle pense que c'est insuffisant, ça veut dire qu'il faut encore qu'on mette de la main à la poche. Il ne faut pas que ce soit tout le temps l'État qui donne. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est fait, je reviens là-dessus, c'est pas important. Même aujourd'hui, en tout cas, selon ce que nous rapporte Tierno Alpha Baldé de la rédaction de film qui était à cette remise, on apprend qu'il y aura un loyer à payer, mais apparemment, Doumbouya dit qu'il va s'en occuper. Est-ce que c'est une façon de tenir les médias en quelque sorte? Voilà pourquoi je dis qu'il y a un loyer à payer et qu'après ça va être lui le payeur, ça donne à réfléchir. Quand le président de la République loge la presse, absolument, allez voir ce que c'est. C'est pourquoi je dis qu'il est important que la presse réfléchisse à un mécanisme pour que cette maison de presse soit autonome. C'est important parce que quand vous êtes logé par quelqu'un, évidemment vous êtes tenu quelque part. Ça c'est, on va beau clamer notre liberté, on va beau clamer cette indépendance, mais savoir que nous sommes logés par le président de la République et qu'il peut nous déguerpir comme il a déguerpi Damaro, il peut nous déguerpir comme il a la presse c'est quand même pas Damaro, c'est très différent. Yami, il s'agit d'une maison
où vous allez habiter et c'est quelqu'un qui dit qu'il va prendre le loyer en charge. Non, mais vous ne n'y savez habite pas. Justement, on y va pour travailler. Oui, mais c'est comme si vous habitiez. Laissez-moi aller au bout, s'il vous plaît. Oui. On donne une maison à quelqu'un, elle doit être payée, la location doit être payée. Mais derrière, le président dit, moi je prends cela en charge. Ok. Supposons qu'il ne paye pas, tout simplement. Et puis un bon jour, ou alors un régime change, parce qu'il pourra jouir de son influence pour que la presse y reste gratuitement. Mais que le régime change un bon jour et que le président qui ne soit pas peut-être en parfaite amitié avec la presse, vous dise, ok, payez les arriérés de loyer. Vous n'avez pas de quoi les payer, mais il vous met à la porte. Oui, mais de toute façon, il y a des doutes sur cette déclaration, notamment du représentant du président du CNRD, parce qu'on apprend que c'est une maison qui a été justement récupérée. C'est une maison de l'ancien DGA du patrimoine bâti public, Mounir Cissé. Personnellement, peu importe l'origine de la maison, moi ce que je dis, mais c'est si on récupère un domaine, un bâtiment qui est bâti sur un domaine de l'État, est-ce qu'il y a une nécessité de payer un loyer? Ah si, les bâtiments de l'État sont payés. La location, elle est payée. C'est pas parce que ça appartient à l'État que ça ne se paye pas. Ça se paye. Il y a des loyers qui sont payés, même si vous habitez dans un bâtiment de l'État. Peut-être que vous payez un montant dérisoire par rapport à quelqu'un d'autre. Mais il y a des loyers qu'on paye aussi à l'État pour ces loyers. Pourquoi pensez-vous que l'État veut mettre la main sur tous ces bâtiments? Ce n'est pas parce qu'il veut y habiter, mais c'est parce qu'il sait qu'il y a une manne derrière. C'est payé, évidemment. Mais encore une fois, il faut que la presse pense à un mécanisme, même si, évidemment, le président va dire qu'il va prendre en charge, mais il faut que la presse pense sur un long terme à comment se rendre indépendante dans la gestion de cette maison, qu'on fasse en sorte qu'elle soit intégralement prise en charge, parce que les services qu'elle offre sont des services qui sont offerts gratuitement aux journalistes, à la presse. Oui, un mot là-dessus. Finalement, on a une maison de la presse, même si elle n'est pas pour le moment... tout n'y est pas, les bureaux ne sont pas aménagés, mais le bâtiment, il est là. Oui, il faut quand même saluer l'acte du président de la transition, le colonel Doumbouya, qui a pensé à mettre cette maison de la presse à la disposition des médias de la place. Mais moi, derrière tout ce mécanisme, je ne voudrais pas que ça soit un outil de propagande pour la junte militaire. Vous savez, cette junte militaire, elle a besoin de légitimité. Et la presse représente un rempart, une forteresse, une carapace qu'il faut vaille contrôler. Alors que c'est pas facile de contrôler les journalistes dans un pays. Moi, je voudrais quand même que la junte militaire sache une chose. C'est qu'aujourd'hui, la priorité, c'est comment conduire cette transition jusqu'à sa fin. Maintenant, en prenant le cas spécifique des journalistes que nous sommes, c'est vrai que c'est un acte à saluer. Voilà, que nous ayons cette maison de la presse, parce que nous savons que on était la maison de la presse du côté de Kipé. Franchement, ça ne répondait pas au confort, ça ne répondait pas aux normes. Vous avez des journalistes... Encore mieux qu'à Lancebouilly. Oui, absolument, évidemment. Emmanuel. Vous avez un système Wi-Fi qui est là, qui ne fonctionne pas. Quand les journalistes viennent, ils sont obligés de se connecter à travers des passes Internet qu'ils achètent eux-mêmes. Donc tout cela, ce sont des dysfonctionnements qu'il faut corriger. Aujourd'hui, on a assisté je ne dirais pas à l'inauguration, mais à la remise de clés aux journalistes. C'est un acte à saluer, mais derrière, je ne voudrais pas que ce soit un outil de propagande pour la junte militaire, pour se servir de la presse. C'est très important parce qu'aujourd'hui... oui, mais il appartiendra à la presse de ne pas se laisser manipuler. C'est pas parce qu'il y a une maison de la presse. Vous savez, il y a toujours deux catégories. De la junte. Il y a toujours deux catégories de tendances. Une tendance pour et une tendance contre. Je sais qu'il y a quand même une certaine partie de la presse qui soutient la junte, qui laisse tout passer comme lettre à la poste. Mais il y a une autre partie qui est critique par rapport aux actions. Vous ne pouvez pas nier cela, Yami. Il y a une autre partie de la presse qui critique de façon objective tous les actes que pose cette junte dans la conduite de ce processus de transition. Moi, je dis bien, c'est une bonne chose que les journalistes soient dotés d'une maison de la presse, quoique pour le moment pas complètement meublée, mais je pense que cette question sera réglée au fur et à mesure. Mais moi je ne voudrais pas qu'on récupère ça comme un outil politique, un outil de propagande pour pouvoir, n'est-ce pas, se servir de la presse. C'est le lieu pour moi de lancer un appel pressant à nous les journalistes. Je pense que nous avons un rôle important dans la conduite de la transition. Il est important que lorsque les militaires posent un acte à saluer, qu'on le salue à sa juste valeur. Et si ce n'est pas le cas, qu'on le dénonce et qu'on indique de façon claire les principes à suivre. Aujourd'hui,
Une maison de la presse pour les journalistes, c'est une belle chose, c'est une bonne chose. Quoique tout à l'heure, vous avez évoqué la question relative à la location sur place, que le président de la transition dise je vais payer. Je trouve cela quand même un peu incohérent. Ça, c'est d'une part. De l'autre côté... Est-ce qu'à votre avis, il faut que les journalistes eux-mêmes trouvent le moyen de payer ce loyer? Je suis d'accord avec... Est-ce que la presse qui se plaint tout le temps est dans la capacité de payer ce bâtiment que moi j'ai vu là, qui a pratiquement tout le confort, non, vous savez, le tellement bâtiment, luxueux, et on se plaint de tout, de tellement de la choses. gestion du bâtiment, c'est vrai que ça revient aux journalistes que nous sommes, mais de l'autre côté, il faut quand même signaler le fait que quand le colonel s'engage à payer les loyers, je pense que ça c'est un peu incohérent. Il appartient à la maison de la presse, au regard des rentrées financières qu'elle engendre, de pouvoir quand même s'occuper de la gestion et du paiement du local. Vous savez, le patrimoine bâti public, tout à l'heure tu posais la question à Emmanuel, si on payait quelque chose, oui, on paye quelque chose, oui, mais c'est symbolique. Par exemple, quand vous prenez, il y a des bâtiments que vous voyez très luxueux, mais quand ça appartient au patrimoine bâti public, vous pouvez voir la location qui est élevée à 200 000, 300 000 par mois. Hein. Voilà, c'est pas aussi cher que vous le pensez. Mais l'un dans l'autre, il est important quand même que les associations de presse qui, n'est-ce pas, font partie du conseil d'administration de la maison de la presse, revoient le mécanisme un peu de la gestion de cette maison de la presse pour qu'elle soit un peu plus autonome, pour qu'elle puisse produire des retombées sur le terrain lui permettant justement de pouvoir vivre de ses propres ailes. Mais de l'autre côté, je le précise, il ne faut pas que cette remise de clé soit un outil de propagande pour la junte militaire. On l'a bien compris. Alors Emmanuel, moi j'ai envie de revenir sur ces liens qu'il y a très souvent entre la presse et les gens au pouvoir. On a vu non seulement la libéralisation des ondes sous Lansana Conté et après dépénalisation partielle du délit de presse sous Dadis, je crois. Hein. Sous Dadis. Oui. Après. Oui, oui, mais... Mais ça, c'est ce côté. C'est récent. Et colonel Mamadi Doumbouya qui vient avec ça, finalement, est-ce qu'il est en train de, en quelque sorte, il est sur les pas de ses prédécesseurs militaires? Ça peut être ça aussi, qu'il ait cette volonté de faire quelque chose. Remettre une maison de la presse à des journalistes, on ne peut pas quand même prendre ça comme un trophée de guerre quand même. Hein? Oui, mais absolument. Voilà. Mais on ne l'avait pas. On ne l'avait pas il y a jusque-là. Mais celui qu'on avait là n'était pas aussi mauvais. Moi, je pense que les transitions sont généralement des moments pour chacun justement de souffler. La presse a souvent soufflé justement avec les transitions. Vous avez vu avec Dadis, au-delà des autres faveurs qui ont été accordées à la presse, même la subvention aux médias, elle a été valorisée avec Dadis. Oui. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya promet encore de rehausser. Parce que à partir d'une transition... Je parlais justement de la hausse de la subvention. C'est une fenêtre, qui est ouverte et une fois qu'elle est acquise, je pense que ça devient une loi et finalement les régimes civils qui viendront sont obligés de suivre, soit de rehausser, sinon de maintenir. Mais la presse s'accommode très bien de cette amitié à mon avis. Bon, par rapport à la subvention, un mot rapidement par rapport à cette subvention. Ok, d'accord. Par rapport à la subvention, c'est bien qu'on rehausse le niveau de la subvention parce que cela va permettre quand même aux entreprises de presse de pouvoir faire face à leurs charges et à leur fonctionnement. Merci à tous les deux. Restez avec nous, on vous retrouve tout de suite. En attendant, voici les infos avec Mariam Nabé dans quelques secondes. On va continuer le cours normal de cette émission, mais très rapidement, Emmanuel Milimono, on en parlait au début de cette émission, plusieurs hauts cadres de l'administration ont été limogés parce que cités dans des affaires de détournement. Je lisais, il s'agit entre autres, ce sont de l'ancien directeur de la pharmacie centrale. Il faut le rappeler, il avait été limogé en premier temps et quelques jours après, il a été nommé inspecteur général du ministère de la Santé. Il s'agit également du maire UFR de Matam, Seydouba Sako, et du directeur de la Société des eaux de Guinée, qui nous apprenons même qui serait en prison à la maison centrale de Conakry. Emmanuel Milimono, rapidement, ton analyse là-dessus. Je pense que ça va en droite ligne avec les objectifs qui ont été assignés à la Cour de répression des infractions économiques et financières. Quoique, encore une fois, bien qu'il faut saluer globalement la mesure, mais il faut toujours rappeler que dedans, il y a des procédures à suivre, il y a des procédures qu'il ne faut pas violer. Quand je prends le cas, par exemple, de docteur Konaté, qui était directeur général de la pharmacie centrale de Guinée, qui a été, vous l'avez rappelé, qui a été limogé de ce poste. Et on n'a pas pris le temps d'étudier son dossier, on n'a pas pris le temps d'étudier sa gestion. On l'a rebombardé, inspecteur général au ministère de la Santé. Ensuite, on vient se rendre compte peut-être que derrière, il y a un dossier qui est compromettant et on le dégomme encore. Je pense que c'est un peu, ça ressemble un peu à du tâtonnement. Il faut prendre le temps et pour nommer des gens justement... Moi, j'ai l'impression que ça n'y ressemble même pas, c'est exactement cela. C'est du tâtonnement. La rupture justement dans une gouvernance de ce genre serait surtout de se rassurer d'avoir réuni le maximum d'informations de prendre le temps d'étudier les dossiers
des gens personnes que qu'il l'on faut... nomme. Parce que quand on dit qu'on ne va pas commettre les erreurs du passé, ça revient aussi à cela. On ne peut pas mettre en place, comment on appelle, une stratégie globale de refondation de l'État sans avoir une gouvernance qui est à l'image de cette stratégie. Et quand on doit nommer les gens, je pense que le minimum serait de s'assurer de leur rigueur. Je prends le cas des pays sérieux, par exemple, quand on doit vous nommer, mais on fait des enquêtes sans que vous le sachiez. Il y a des gens qui vont mener des enquêtes approfondies sur votre gouvernement, sur votre gestion, sur votre passé, avant que le décret ne parvienne au président. Parfois même sur votre vie privée. Oui, mais justement, tout cela est important parce que la personnalité publique n'est pas une personnalité à minimiser. Et malheureusement, en Guinée, parfois, j'ai l'impression qu'on ferme les yeux sur certaines choses. Après, peut-être avec la clameur publique ou avec le ressenti qu'on a raté peut-être derrière, on a envie de se rattraper. Mais là, avec le cas qu'on a été, par exemple, on aurait pu éviter cela. Depuis le jour où on l'a limogé de la pharmacie centrale, il fallait peut-être s'asseoir tout de suite, étudier son dossier si on avait l'intention de le reconduire. Mais l'autre aspect aussi que j'ai envie d'évoquer, c'est que on a parlé du cas du directeur général de la SEC pour l'instant, parce que les autres n'en ont pas confirmation, qui est à la maison centrale en ce moment. Je ne sais pas sur quelle base on l'a déposé directement. Je ne sais pas s'il a des tendances à fuir le pays. Oui, en tout cas, selon des informations, on apprend des informations qui ont circulé, qu'il voulait voulait quitter le pays. Voilà. Je pense qu'on peut l'empêcher de quitter le pays sans le déposer à la maison centrale forcément. Parce qu'on a empêché des hommes, des caïds, Kassori Fofana est là, Tibou Kamara est là. On a pu les empêcher de quitter le pays sans avoir à les emprisonner. Et je pense qu'on aurait pu quand même aussi faire la même chose. Au moins le temps d'avoir le maximum d'informations, en tout cas qui puissent l'incriminer, qui puissent le conduire devant un procès. Parce que si jamais, au sortir de la maison centrale, on vient se rendre compte qu'en réalité, la gestion qui lui est reprochée est une gestion saine et qu'on n'a finalement rien pour le condamner, le temps qu'il aura passé en prison, je pense qu'on lui aura fait mal pour rien. Ces avocats pourraient même utiliser cela, peut-être que la procédure a été violée. C'est pourquoi on parle de procédure tout le temps. Il faut suivre un certain nombre de règles. C'est important parce que quand l'État échoue dans ses procédures de récupération des biens publics, c'est la société qui a échoué en réalité. Parce que ce qui est fait, quand un procureur agit, il agit au nom de la société. Et le dernier cas que je voulais relever, c'est celui du maire de Matam, qui est depuis un moment qui fait confusion sur la toile. On se demande, est-ce qu'un colonel qui a pris le pouvoir par les armes peut dégommer un maire élu? Moi, j'ai envie c'est de là dire toute la question. La charte de la transition à laquelle nous avons presque tous souscrit donne les pouvoirs du président de la République au colonel Mamadi Doumbouya, et de ce fait, sur la base du code des collectivités locales, évidemment, il peut prendre un décret pour limoger un maire. Ce n'est pas la première fois, Alpha Condé l'avait fait quand il venait d'arriver, il y a certains maires qui l'avaient limogé. Et on avait assisté à la mise en place de délégations spéciales à l'époque. Donc, autant dire à l'opinion, à tous ceux qui s'agitent, que oui, la loi en fait permet au président de dégommer un maire lorsque des faits de gestion, de malversation financière sont avérés. Écoutez, que vous soyez maire, vice-président ou je ne sais pas quoi, quand vous êtes en porte-à-faux avec l'État, il appartient à cet État, n'est-ce pas, de vous présenter devant une juridiction qui va, n'est-ce pas, prouver votre innocence ou en tout cas votre culpabilité, par rapport à une voilà. Mais moi, ce que je voudrais dire par rapport à ce décret-là hier, en fait, c'est un secret de polichinelle. On a assisté depuis un certain temps à ce qu'on appelle ici un phénomène qui a gangréné l'administration guinéenne, c'est la corruption. Et quand vous prenez par exemple une étude de la Banque mondiale qui a été récemment publiée, quand vous prenez à l'échelle mondiale, c'est plus de 1000 milliards de dollars qui chaque année font l'objet de corruption à travers le monde. Ça, c'est à l'échelle mondiale. Quand nous prenons par exemple le cas spécifique de la Guinée, et selon une étude menée en 2003, c'est plus de 500 milliards de francs guinéens qui sont détournés chaque année au compte du contribuable guinéen. Et ça, c'est une étude qui est encore derrière nous. Et quand nous prenons les récentes statistiques, on ne peut pas estimer aujourd'hui combien de milliards sont détournés par les cadres véreux de l'administration qui, n'est-ce pas, se servent de l'État au lieu de servir le pays. Revenons sur le cas spécifique, par exemple, de ces décrets hier. Quand vous prenez le docteur Konaté, par exemple, c'est vrai qu'il a géré la pharmacie centrale, il y a apporté des réformes qu'on ne peut pas occulter, mais à mon entendement, au moment où il a été débarqué, c'était l'occasion de lancer une audit par rapport à sa gestion. Cela n'a pas été fait. On l'a tout de suite parachuté comme inspecteur général au ministère de la Santé. De là encore, on le dégomme aujourd'hui à la surprise générale de beaucoup de personnes. Donc, c'est pourquoi moi, depuis un certain moment, les dernières nominations, les derniers actes ne me rassurent pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas quand même assister à un tel spectacle, là, Djami. Ça prouve à suffisance que ces nominations, quelque part, il y a des mains noires, il y a des mains visibles. C'est comme les maladies, il y a une sorte de tâtonnement aujourd'hui. Évidemment, non seulement il y a du tâtonnement, mais le colonel, il commence à dérailler. J'ai l'impression que le monsieur, il est embourbé, il est dans une tour d'ivoire, où, évidemment, où les décisions lui échappent parfois. Je me demande, quand vous prenez la charte de la transition, vous connaissez qui l'a rédigée, Djami?
Non, Vous n'avez aucune idée. personne ne Alors, sait jusqu'à- moi, je vous dis clairement que cette sorte de la transition, la gente est venue au pouvoir, elle n'avait aucune notion de gestion. Vous connaissez les militaires, c'est manier les armes, défendre l'intégrité territoriale. Mais les premières personnes qui ont été cooptées par la gente pour l'accompagner dans les premières prises de décision, ce sont ces personnes qui ont coopté cette chasse à l'image de d'autres pays en transition Après, le colonel a pris une ordonnance pour promulguer cela. Donc, pour finir sur cette question, Diane, si vous Rapidement, permettez, oui. c'est pour finir. Vous avez suffisamment donné de temps, Emmanuel. Laissez-moi aller au bout de mes Non, mais raisonnements, là, s'il vous plaît. on a un invité à qui il faut donner D'accord. la parole rapidement. D'accord. Donc, donc, moi, les dernières nominations du colonel, ça ne me rassure pas. Il est important qu'il se réveille. J'ai l'impression qu'il somnole. Il ne dort pas pour le moment, mais il somnole. De l'autre côté, par rapport à la lutte contre cette corruption, moi, je voudrais vraiment saluer quand même les premiers actes. Je dis bien les premiers actes des militaires concernant la lutte contre la corruption. Il y a quand même cette CRIEF qui est créée. C'est un élément fondamental, c'est un élément essentiel pour lutter contre la corruption parce que nous savons que la Guinée regorge d'énormes potentialités qui, ici, ces potentialités sont bien exploitées, peuvent servir au pays, peuvent servir à lutter contre la corruption, à mettre en place des politiques économiques de développement pouvant permettre à cette population de pouvoir vivre de ces potentialités. Mais malheureusement, très malheureusement, tout est détourné dans ce pays. Et quand vous prenez même la loi de finances, cette loi de finances, la première corruption en Guinée est à ce niveau. On dit par exemple dans la loi de finances pour un département ministériel, on dit charge entre autres. Vous ne connaissez même pas entre autres là signifie quoi. Donc cela prouve à suffisance Merci. que c'est vraiment... Les escapades nocturnes Voilà. du Ça, c'est ministre. peut-être une partie. Les omissions et autres là, on dit charge du carburant et autres, frais de mission du ministre. Entre autres, Je pense peut-être qu'il qu'il y a faut, des il faut revoir même imprévus cette loi de qui finances arrivent, dans ce pays. Merci en tout cas à tous les deux pour ces belles analyses. On va terminer la une politique avec ce message du doyen Baldé qui nous dit, qui rappelle même un président élu peut être destitué. Jacob Zuma a été débarqué pour corruption. C'est son parti qui a même facilité la procédure. Merci à vous, doyen Baldé. Merci de votre fidélité à FIM FM. Restez avec nous tout de suite.